Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, comme c'était dit juste avant, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet qui a duré au total une année, l'année dernière, et qui a visé en fait à refondre Sysplay tel que vous le connaissez aujourd'hui pour pouvoir le vendre dans d'autres pays sous forme de marque blanche. Donc vraiment un projet qui a vraiment, on va dire, internationalisé notre produit. Je me présente rapidement, donc je suis Guillaume Bouige. Je suis lead développeur back-end, je travaille chez M6 Web depuis 2013 et j'ai été en charge de l'équipe qui s'est occupée du projet côté back-end pendant toute cette année. Pendant cette conférence, on va voir trois grandes parties. Une première partie où je vais vous présenter un petit peu la vue du projet, les différentes étapes, les points clés qui ont été menés pendant toute cette année, le planning, les équipes qui ont travaillé, et on rentrera ensuite dans une vue un petit peu plus technique, comment on a fait pour convertir notre plateforme telle que vous la connaissez peut-être aujourd'hui vers une plateforme en marque blanche qui est présente dans 4 pays, la France, la Belgique, la Hongrie et la Croatie. Et on finira, enfin, on prendra un petit peu plus de hauteur sur la point de vue un petit peu management du projet, comment ont échangé les différents interlocuteurs, les différentes équipes entre elles, et comment tout ça s'est passé. Donc, Sysplay, qu'est-ce que c'est? Sysplay, donc c'est une plateforme de replay du groupe M6 sur lesquels vous allez pouvoir retrouver notamment les reines du shopping avec la fameuse Christina Cordula. En gros, tous les programmes de rattrapage diffusés à l'antenne sur le groupe M6. Là, vous voyez donc la version web, sysplay.fr, avec la page d'accueil où vous allez retrouver des contenus mis en avant. Sur la partie supérieure de l'écran, ce qu'on appelle chez nous la rivière des chaînes, vous pouvez naviguer donc, voilà, dans toutes les chaînes diffusées à l'antenne pour retrouver les contenus en replay. Et sur la partie gauche, une section un petit peu de catégories, de dossiers dans lequel l'utilisateur va pouvoir retrouver des contenus en replay séparés par catégorie, divertissement, série, etc., etc. Le projet international, qu'est-ce que c'est? C'est la conversion de ce produit-là en un produit en marque blanche pour être capable de l'ouvrir à d'autres clients qui souhaiteraient avoir eux aussi une plateforme de replay. Et au final, le rendu final, on est passé de quelque chose tel que vous voyez ici à ceci. Donc là, au premier abord, on peut se dire, ok, ça ressemble quand même pas mal à la plateforme d'origine, mais pas vraiment. Là, vous voyez le produit tel qu'il est présent en Belgique, ici en Croatie et ici en Hongrie. Il y a des choses qui changent. Le contenu n'est pas le même. La langue n'est pas la même. Et justement, je vais vous expliquer un petit peu derrière ce qui s'est passé pour techniquement être capable d'avoir, même si visuellement c'est pas flagrant, comment on a réussi à transformer cette plateforme pour être capable d'avoir des contenus différents, des langues différentes, un catalogue différent. Point de vue timeline, donc comme je vous disais, le projet a duré 1 an au total. Il s'est découpé en 2 grandes parties. Une première partie donc, qui a commencé en juin 2017. Le projet s'est terminé en août 2018, donc c'est récent. Sur la première partie, on a 4 grandes étapes. Pour commencer le projet, on n'avait pas le choix. On a commencé par l'adaptation de la plateforme existante, l'adaptation de notre modèle de données, de notre base de données, pour pouvoir ensuite continuer. C'était vraiment la phase d'étape préparatoire nécessaire pour pouvoir embrayer sur les étapes suivantes. Ça nous a pris 3 mois à peu près. On a ensuite transformé notre produit en un produit consommateur vraiment du groupe M6, M6, W9, Paris Première, Teva, etc., etc., toutes les chaînes du groupe M6, pour devenir fournisseur et vraiment devenir un éditeur d'une solution d'hébergement de vidéos et de mise en ligne de contenu. C'est ce que je nomme ici Sysplay as Provider. On est ensuite passé sur la partie intégration des différents clients. On était capable d'accueillir des contenus de d'autres, en l'occurrence chez nous, d'autres pays, la Belgique, la Croatie et la Hongrie. Et c'est cette partie-là où on a vraiment intégré ces différents clients, ces nouveaux clients, dans notre système d'information. C'est-à-dire que ces clients-là avaient déjà un système de replay chez eux, qui leur convenait plus ou moins, et en fait, ils sont venus brancher leur système d'information, leur plateforme existante, dans la nôtre. C'est cette phase d'intégration client. Ça a pris 1 mois, 1 mois et demi, pour déboucher enfin sur une phase de pré-lancement, où là, c'est en fait tout le pré-remplissage du catalogue et qui nous a permis justement de tester le bout en bout avant un démarrage vraiment live en janvier 2018. Ça a pris 1 mois et c'est ce qui a permis justement de lancer une plateforme, non pas avec une vidéo, mais avec un catalogue vraiment bien fourni. Et on parle de dizaines de milliers de contenus
entre les différents clients. Donc là, on a pu démarrer en janvier la plateforme. C'était vraiment le démarrage live de la nouvelle plateforme dans chaque pays. On a fait une deuxième très grosse partie qui a été toute la partie adaptation des back-office. Je rentrerai un petit peu plus tard dans le détail. L'objectif étant vraiment de pouvoir donner la main aux nouveaux clients pour pouvoir qu'ils puissent administrer eux-mêmes vraiment leur contenu, leur plateforme, la manière dont ils veulent afficher les données sur leur front. Et ça a débouché jusqu'à août 2018. Quelles ont été les différentes équipes incluses dans le projet? Une équipe back-end qui était dédiée, dont j'étais le lead développeur, qui s'est vraiment occupée de toute la transformation des différents services que nous avons côté back-end en PHP. Une équipe front-end qui elle aussi était dédiée, qui s'occupait de la transformation, les visuels que je vous ai montrés au tout début, voilà, c'est cette équipe-là qui s'occupait de l'adaptation front-end, traduction, etc., etc. Une équipe vidéo qui, elle aussi, a fait un travail énorme pour être capable de mettre en place une nouvelle infrastructure d'encodage vidéo, parce qu'il faut quand même noter que Sysplay et les différentes plateformes chez les autres pays, l'objectif, c'est quand même de lire une vidéo. Donc, il y a vraiment une équipe dédiée, là aussi, qui a travaillé de manière acharnée pour être capable de supporter la charge d'encodage, non pas d'un pays, ni deux, ni trois, mais quatre. On avait une équipe aussi dédiée de chefs de projet, product owners, qui faisaient le lien entre les différents clients et les équipes techniques, etc., etc. L'équipe mobile, qui elle aussi existait déjà, qui s'occupe de la réalisation des applications Sysplay sur Android et iOS, qui elles aussi ont travaillé pour pouvoir produire des applications spécifiques pour chaque pays, chaque nouveau client. Bien évidemment, nos très chers sysadmins que je remercie, qui ont fait eux aussi un gros travail sur l'adaptation infrastructure pour être capable de supporter la charge de 3 nouveaux clients. Et enfin, une équipe studio qui eux se sont occupés un peu plus de la partie graphique, qui ont pas mal échangé avec les équipes mobiles et front-end pour pouvoir intégrer et recevoir les maquettes que nous avaient données les différents clients et avoir le rendu que vous avez vu juste avant sur les différentes versions du portail. Donc là, on a vu un petit peu la vue globale du projet. On va rentrer maintenant un petit peu plus en détail et je vais vous expliquer comment en fait on est venu, on s'est transformé en un produit consommateur vers vraiment vers un métier de provider d'une solution, un peu par accident, parce que au final, le produit tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il était il y a un an, en fait, il n'était pas du tout pensé pour être ouvert à l'international, pas du tout, du tout. C'était vraiment un projet qui était connecté à l'antenne, vraiment donc les chaînes broadcast, broadcast, c'est vraiment la diffusion des contenus, des chaînes du groupe M6, on était vraiment reliés en direct au groupe M6 et du coup, voilà, du jour au lendemain, un petit peu, on a appris que là on y va maintenant, ce produit-là on le transforme, on le vend en marque blanche et c'est pour ça que je dis justement qu'on a fait un petit peu ce move par accident. Sysplay, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui a 7 ans d'âge, comme un bon whisky. C'était une plateforme qui était très spécifique au groupe M6. Le premier commit date de juin 2011, de juin 2011. Cette plateforme-là, elle a été progressivement désossée, migrée en services, microservices, macroservices. Mais cette plateforme, elle tourne encore aujourd'hui. C'est elle qui s'occupe notamment d'envoyer les différentes informations chez les partenaires fournisseurs d'accès à Internet, SFR, Free, Bouygues Telecom, etc., etc. Elle fait très bien son travail. Et cette plateforme, voilà, aujourd'hui, elle est encore massivement utilisée. L'objectif du projet, c'était que tout ne pouvait pas être changé. Voilà, on ne pouvait pas partir de zéro, on devait garder ce qu'on avait, ce qui existait, déjà pour que tout devait continuer de fonctionner. On ne pouvait pas se permettre de casser des applications, notamment sur les box des fournisseurs Internet du marché qui ont un processus de mise à jour qui peut parfois prendre des années. Parfois, c'est inclus vraiment dans le firmware de la box pour pouvoir mettre à jour Sysplay. Donc, on ne pouvait pas se permettre de casser l'existant. Les API qu'on expose devaient continuer de fonctionner et en plus, devaient être capables de supporter l'entrée de nouveaux clients. Donc, tout devait rester fonctionnel et surtout, l'objectif aussi, c'était que le produit soit abordable, achetable par ces nouveaux clients. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait pour démarrer? On a dû vraiment commencer à isoler toutes les différentes sections de nos services back-end, en passant par la base de données, le back-office,
Ça passe aussi par nos API, être capable de séparer un trafic entrant provenant d'un pays comme la Belgique, la France, la Hongrie ou la Croatie. Être capable aussi de gérer, en fait, de séparer les différents workflows vidéo qu'on avait existants pour encoder un contenu pour un client ou un autre, chose qui n'était pas possible avant. Et enfin, l'adaptation de tous nos process vraiment back-end en arrière-plan qui font qu'aujourd'hui, sur Sysplay, on a une dynamisation du catalogue, une mise à jour, la mise en place, des vidéos disponibles, etc., etc. Si je représente un petit peu notre infrastructure aujourd'hui, côté back-end, donc la vue un petit peu globale, on va avoir des utilisateurs que vous allez voir sur la partie droite de l'écran qui vont avoir des appareils, des devices, que ce soit mobile, télé, ordinateur, etc., etc., qui vont en fait venir interroger des API chez nous, donc des API front-end, et qui vont derrière aller récupérer nos données catalogues dans une base de données. Ça, c'est la partie consommation. On a aussi une partie production, ce que j'appelle ici les contributeurs, ou les customers, les clients, les nouveaux pays qui sont venus se brancher sur notre infrastructure et qui eux, en fait, alimentent le catalogue qui est affiché sur les différents devices front, mobile ou IPTV, etc., etc. On va commencer par la partie un petit peu visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'on a changé, comment on a fait pour justement être capable d'avoir un trafic et des données séparées par client. Je rentre un petit peu plus dans le détail. Sysplay, donc je vous expliquais, c'est des appareils qui viennent se connecter à des API. On a deux types d'API. On va avoir une API catalogue qui permet d'afficher la vidéo du programme des reines du shopping ou le contenu mis en avant que vous avez vu sur les photos au départ. Et on a aussi une API orientée utilisateur. Sur Sysplay, pour pouvoir accéder au contenu, on doit être authentifié, ce qui nous permet derrière, en fait, de proposer un petit peu de personnalisation sur ces contenus, notamment la reprise des contenus. Je m'arrête sur mon iPhone, je décide de reprendre ma vidéo sur ma Freebox. Grâce à ça, en fait, grâce à cette API dédiée, on va être capable de proposer une reprise de lecture à l'utilisateur. Et ça passe par des API séparées, avec une base de données séparée aux performances Cassandra. Alors que côté catalogue, voilà, on a un process en fait de dénormalisation. On a une base de données MySQL relationnelle. Et entre les deux, pour des raisons de performance, on va avoir des index Elasticsearch qui sont en fait consolidés, créés, mis à jour en continu, ce que j'appelle ici le processus de dénormalisation. On va voir ensemble un petit peu les différentes étapes qui sont intervenues pour être capable de séparer toutes ces briques par client. On va commencer par la partie stockage des données. Comment on fait? Comment on a fait pour avoir vraiment des contenus, des catalogues séparés en fonction des nouveaux clients qui sont venus se brancher chez nous? Sysplay, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est trois entités principales. Comme je vous disais, l'objectif, au final, c'est de regarder une vidéo. Cette vidéo va être liée à un programme. Par exemple, la vidéo sera l'épisode 1 de Top Chef. Le programme sera Top Chef et on a par-dessus tout ça une couche, on va dire, d'ayant droit. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, ça nous permet de gérer les périodes de mise en ligne en fonction des droits de diffusion qu'on a sur la plateforme. Mais pas seulement. Au final, Sysplay, comme n'importe quel modèle de données, c'est énormément de tables. Au total, nous, on a 239 tables purement métier. Et l'objectif, au final, c'était de venir séparer toutes ces informations par client. Alors, comment on a fait? On est venu créer en fait une nouvelle entité qu'on appelle ici un customer, qui est la représentation du client, du pays qui est venu se brancher dans notre solution. Et l'objectif, voilà, c'était de venir un petit peu customeriser les entités existantes. On pourrait se dire très bien, en fait, il n'y a pas de problème. On prend toutes nos entités existantes, les 239 tables qu'on a dans notre base de données, on vient mettre un customer ID, et c'est bon, tout le modèle de données est séparé par client. En fait, pas vraiment. Parce qu'en faisant ça, vous allez complexifier le modèle à mort, vous allez créer des boucles récursives entre vos entités, et je pense que personne ici veut ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a réfléchi en fait à la hiérarchie de nos entités. Dans l'exemple ici que je montre, une vidéo est forcément liée à un programme et un programme a forcément un ayant droit pour pouvoir apparaître sur les différents fronts de Sysplay. Donc nous, on a réfléchi à la hiérarchie descendante dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est venu lier un customer à l'entité ayant droit et de facto, en redescendant, le programme, eh bien, il est séparé par client.
et la vidéo qui compose, là où les vidéos qui composent ce programme sont elles aussi séparées par customer. Il faut vraiment réfléchir à cette hiérarchie d'entités que vous avez dans votre modèle de données. Ça simplifie énormément les choses. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour l'ensemble des entités que nous avons dans notre modèle de données. Donc là, maintenant, on est prêt à avoir, enfin, on a notre modèle de données qui est séparé par client. Comment on fait maintenant pour requêter ces informations? Chez M6, on utilise Doctrine pour accéder à notre base de données MySQL. Et en fait, on est venu travailler au niveau de Doctrine pour être capable de simplifier et d'uniformiser la manière dont on va requêter les entités qu'on a dans notre base de données pour, par exemple, venir choisir, récupérer les vidéos d'un client belge, les clients d'un client hongrois, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en fait au niveau du query builder de Doctrine. On est venu surcharger le query builder par défaut. On a Bundle Entities qui permet de mutualiser l'utilisation de nos entités entre nos différents projets. On est venu surcharger la création du query builder avant le requêtage des informations dans notre base de données. Ce query builder, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va utiliser une méthode qu'on appelle ici add_customer_filter et qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de rajouter un filtre par customer et ce, vraiment sur l'ensemble des entités de notre modèle. Cette méthode-là, en fait, elle est implémentée au niveau des entités elles-mêmes. Et c'est ce qu'on voit ici. Si je reprends un peu l'exemple que j'avais dans les slides précédents, où je veux récupérer une vidéo ou un ensemble de vidéos pour le catalogue France et le catalogue belge. Donc là, c'est vraiment cette méthode-là qui va faire la jointure montante, pour le coup, en passant par le programme et l'ayant droit, pour venir filtrer la donnée par client. Et c'est vraiment l'entité qui porte cette information-là. Chaque entité va être capable de faire sa jointure, elle sait comment remonter à son customer, et c'est au travers de cette méthode-là qu'on vient en fait faire la jointure par client. Donc là, on a vu ensemble la partie base de données. Très bien, on est capable maintenant d'avoir des catalogues séparés pour différents clients, pas que M6. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On remonte progressivement vers la partie visible de l'API, toute la partie dénormalisation que je vous expliquais juste avant. Comment on fait maintenant pour avoir des informations indexées par client pour que l'API derrière soit capable de les distribuer par client? Donc on a un process de dénormalisation. Alors qu'est-ce qui fait ce processus en fait? Comme je vous expliquais, Elasticsearch nous sert de tampon entre vraiment notre base de données MySQL et les API publiquement exposées. Elasticsearch en fait, c'est pas exactement la même structure que notre base de données, pas du tout. En fait, on a vraiment des documents pensés vraiment à la manière dont on va les exposer. L'exemple que je peux vous donner, c'est notamment la page d'accueil. Sur une page d'accueil, on va avoir énormément d'informations. On va avoir une vidéo, mais éventuellement peut-être le programme qui est lié à cette vidéo. On va avoir les catégories sur la gauche, la rivière des chaînes en haut. Bref, énormément d'informations qui sont en fait nécessaires pour afficher qu'une seule page. Et ces index-là, en fait, c'est ce qu'ils comportent. On vient dénormaliser la donnée pour transformer des entités, plusieurs entités en un seul document pour simplifier le travail d'intégration des différents développeurs des applications mobiles, front ou box FAI. Comment ça se passe? On est venu en fait, pour le coup, on a séparé vraiment, on a créé des index Elasticsearch séparés pour chaque pays. Et on a un système de watchers qui sont en fait des commandes Symfony qui tournent en mode worker, qui vont en fait avoir connaissance quand elles vont démarrer, elles vont s'occuper que d'un seul client. Et c'est elles qui vont venir piocher dans la base de données pour récupérer les informations des vidéos, des programmes, des mises en avant, etc., à mettre à jour. Et c'est vraiment un processus de watching séparé et ce sont ces commandes-là qui viennent peupler les index Elasticsearch de chaque client. Donc là, on a notre base de données, on est content, on est capable de la séparer par client, on a nos index, on est prêt maintenant à avoir des API qui vont pouvoir avoir des informations différentes en fonction de l'origine de l'utilisateur. C'est-à-dire comment on va faire varier nos réponses API qui vont interroger les index Elasticsearch en fonction de où se trouve l'utilisateur. Vous voyez un petit peu un zoom de comment ça se passe. On a en fait une API middleware qui fait l'interface entre nos index Elasticsearch et les différents appareils qui nous appellent. Et en fait, cette API-là, c'est elle qui va varier sa réponse en fonction de ce que lui donnent comme information les différents appareils que vous voyez sur la partie haute de l'écran. Je vais rentrer un petit peu plus en détail.
Au final, comment on fait pour être capable de faire varier nos réponses? On a créé un bundle que j'appelle ici le bundle customer, qui gère en fait toutes les spécificités du client. Et c'est cette interaction-là qui va permettre à notre API middleware de renvoyer une réponse pour la France, pour la Belgique, la Croatie ou la Hongrie. Le bundle customer, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un gros résolver qui va être capable de gérer les différents contextes dans lesquels on se trouve. Un contexte HTTP, comme vous l'avez vu juste avant, c'est-à-dire qu'un appareil nous appelle, fait une requête HTTP sur notre API middleware, et grâce à ce bundle customer, en fait, on va être capable de résoudre l'appel en fonction de si c'est un client français ou un client d'un autre pays ou d'un autre client. Il gère aussi la résolution des clients dans un contexte commande, et ça répond notamment au cas d'exemple que je vous ai montré juste avant sur la partie watcher des index pour peupler nos index Elasticsearch. Pour que ces commandes-là viennent piocher vraiment des données spécifiques du client et qui viennent les peupler dans son index à lui. C'est ce bundle-là aussi qui gère tout le fallback. Des applications qui n'ont pas été migrées encore, qui ne sont peut-être pas migrées dans un contexte international. L'exemple que je donnais, c'était les box IPTV des fournisseurs d'accès à Internet. Certaines box seront mises à jour dans 1 ou 2 ans, on ne le sait pas encore vraiment, on ne maîtrise pas vraiment ce processus de déploiement. Et comme je vous disais, il fallait que tout ça continue à fonctionner et qu'on puisse continuer à desservir un catalogue France, M6 Web, Sysplay, pour que l'application continue de fonctionner. Et c'est vraiment ce bundle-là qui gère le fallback. Tout ça pourquoi? Au final, avoir des configs séparés par client et être capable derrière de venir démarrer une application Symfony, peu importe laquelle qu'on a côté back-end chez nous, tous les services qu'on a derrière côté back-end, être capable de le démarrer et d'avoir des configs séparés pour savoir si, faire varier les réponses. L'exemple que je donnais, c'était nos API. Comment ça se passe derrière? Dans ce customer bundle, nous avons un customer kernel qui en fait l'interface entre l'application et le kernel Symfony. L'exemple que vous voyez ici, on se trouve dans l'app PHP, donc l'app d'entrée de production de votre application Symfony. Qu'est-ce qu'on vient faire? En fait, on vient faire un new app kernel, non pas du kernel Symfony, mais en fait du customer kernel qui se trouve dans notre bundle. Et c'est ce dernier, en fait, qui va booter votre application dans un contexte customerisé. Et c'est dans ce kernel-là que vous allez en fait enregistrer vos différents bundles comme vous le faites actuellement pour que votre application fonctionne correctement. Et ce customer kernel, en fait, il vient surcharger la résolution des configurations qui existent déjà dans Symfony par environnement, avec vos configs YAML, prod, pré-prod, dev, etc., etc. Il vient en plus de ça charger les fichiers de config par client. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait, on a vraiment un appel au resolver qui fait un get-env uncustomer. Le resolver, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui vraiment qui résout les paramètres qui nous sont fournis, soit dans un contexte HTTP, comme ici, est-ce que as request, oui, ou qui va résoudre le client dans un contexte commande. Quelles sont les différentes options du resolver? On a un contexte header, c'est ce qu'on utilise notamment sur le front Sysplay Web ou sur les différentes applis mobiles. En fait, on a par convention rajouté un header qui va être capable en fait, de savoir si la personne qui est devant son ordinateur, elle est en France ou en Belgique. C'est grâce à ce header-là qu'on va être capable, derrière, côté resolver, de savoir qu'on est vraiment en Belgique. Ça marche aussi en mode query string, plus une utilisation un petit peu plus back-office avec l'information du pass dans l'URL. Et pour répondre au contexte commande, tout simplement une nouvelle option qu'on a appelée moment customer ou -c, dans laquelle on va pouvoir venir mettre le nom du client. Et c'est comme ça en fait qu'on va démarrer le kernel de Symfony pour non pas que par environnement, mais en plus par client. Et en fait, au final, ça se représente de cette manière-là. On a rajouté en fait un namespace dans le répertoire config de nos applications Symfony, dans lequel on retrouve nos paramètres prod, pré-prod, etc. Mais en plus, les paramètres spécifiques dans des namespaces séparés pour chaque client. Et derrière, le kernel démarre, l'autre la config, fait le merge qui va bien pour faire la surcharge par environnement et par client. Donc là, on vient de voir la partie, comme je disais, la partie API, comment on était capable de faire varier les réponses, comment on est capable de varier la structure de nos catalogues et comment être capable de les desservir aux différentes applications que nous avons. On va rentrer sur la partie un petit peu plus arrière-plan.
toute la partie vraiment exposée aux contributeurs et aux clients eux-mêmes qui sont venus se brancher chez nous. Donc notre métier a un petit peu changé, on n'était plus consommateur du groupe M6 qui nous donnait les informations qui avaient été diffusées sur M6, W9, etc., etc. On devenait fournisseur d'une plateforme qui fournit un catalogue de contenu replay. On avait déjà en fait, donc, ça nous imposait en fait de venir brancher des clients externes dans notre solution à nous. On avait déjà une API REST qui permettait en fait à ces clients-là de venir créer une vidéo, un programme, un ayant droit, etc., etc. Le problème de cette API-là, c'est qu'elle était beaucoup trop complexe à utiliser. C'est-à-dire qu'une API REST, il faut déjà connaître les entités. Il faut connaître la hiérarchie des entités. C'est-à-dire que si je dois créer une vidéo, il faut savoir que est-ce que mon programme existe bien? Non, alors je vais créer mon programme. Je dois avoir toute la gestion d'erreurs. Il faut que je stocke les identifiants des entités que j'ai créées pour pouvoir ensuite l'associer. L'exemple, c'est pour pouvoir créer une vidéo, il faut que je crée un programme. Bon, je crée mon programme, je stocke mon ID programme, je vais l'associer à mes vidéos. Bref, c'est un peu l'enfer sur Terre. Donc du coup, on a créé une API, on va dire, simplifiée, une API assistée, qui a permis en fait aux nouveaux clients de venir se brancher chez nous de manière simple. C'est vraiment une API unifiée, avec des paramètres simples, des paramètres vraiment fonctionnels, business, pardon. C'est-à-dire qu'on demande à nos clients de nous donner les informations éditoriales d'un contenu, quelle est sa description, quel est son titre, quelle est l'image associée à ce contenu-là. Nous, derrière, on va s'occuper d'aller chercher l'image chez le client, de la télécharger et de la poster dans notre service qui gère toutes nos images. Pareil pour la vidéo. En gros, vraiment, des informations simples pour vraiment vulgariser notre modèle de données qu'on a derrière. Ça permet aussi de donner toutes les informations de diffusion. Quand j'entends par là, en fait, c'est la grille des programmes, le télé 7 jours que vous avez peut-être chez vous, le Télérama, qui vous donne toutes les émissions qui sont diffusées à l'antenne. Cette API-là permet aussi de faire ça et de faire la jointure entre les deux. On a rajouté aussi une gestion d'identifiants externes, c'est-à-dire que on permet aux clients qui viennent se brancher dans notre système d'information de nous donner les identifiants de leur système d'information. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des infrastructures replay de leur côté. Et grâce à ça, en fait, quand ils viennent créer une vidéo chez nous, ils nous donnent l'identifiant de leur vidéo à eux, et nous, on la stocke chez nous pour leur permettre derrière de travailler plus simplement pour mettre à jour leur catalogue, etc., etc. Avec cette API, on a rajouté une documentation, vraiment une documentation en fait intégrateur, mais vraiment intégrateur arrière-plan, qui est maintenu par les développeurs, pour les développeurs des différents pays qui sont venus se brancher chez nous. Elle expose les différents points d'entrée de l'API, elle donne les formats JSON des réponses d'entrée-sortie, et on a rajouté aussi des exemples de collection Postman pour leur permettre d'avoir des exemples concrets d'utilisation, et ça, très honnêtement, ça nous a vachement aidé. Les nouveaux clients comme nous, quand ils venaient avec un problème, ils arrivaient avec un curl bien formaté et bien propre, et nous, derrière, ça nous permettait vraiment de les aider, et eux, ça a vraiment dégrossi le travail d'appréhension et de compréhension de cette API. Donc là, on vient de voir toute la partie gestion du catalogue, créer des contenus, créer des programmes, créer des vidéos, les mettre en ligne, mais il y a toute une partie, on va dire, qui vient par-dessus, qui est l'animation. Sur cette image-là, vous voyez par exemple la partie gauche de l'écran qui gère les catégorisations, les contenus mis en avant. Tout ça, en fait, c'est pas géré par cette API-là. C'est vraiment un travail d'animation qui est fait au travers de back-office. Vraiment, le travail de l'API s'arrête à la gestion du catalogue pur et dur. Donc on a dû, et c'est la deuxième grosse partie du projet, fournir des back-office pour donner la main aux clients pour qu'ils puissent venir animer les différentes plateformes qu'ils ont. On avait déjà un back-office existant, que j'adore, et le problème de ce back-office-là, c'est qu'il n'était pas en fait, donc il était basé sur du Zen Framework, même s'il marchait très bien, on voulait partir sur quelque chose de nouveau, on voulait refaire le design, on a abandonné l'utilisation de jQuery pour partir sur du Vue.js, et surtout on est parti sur du Symfony avec vraiment une gestion multilingue et multi-customer. C'est ce que vous voyez, sur la capture d'écran. Donc là, on a vu ensemble la partie structure de données arrière-plan et comment elles sont contribuées dans notre système d'information. Je vais passer maintenant sur la partie vidéo. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va voir un petit peu ensemble ce qui a changé. Comme je vous le disais, jusqu'à maintenant, l'équipe vidéo a vraiment parti de zéro pour le coup.
On avait, aujourd'hui, toutes les vidéos qui sont sur sysplay.fr, elles proviennent majoritairement de ce qui a été diffusé sur M6, W9, etc., etc. Donc on a vraiment une relation très forte. Nos transcodeurs, vraiment qui s'occupent d'encoder la vidéo, étaient vraiment liés fortement au contenu diffusé à l'antenne. Ça ne pouvait pas se faire. Si on veut pouvoir faire rentrer des nouveaux clients, on devait partir sur une infrastructure qui gère des clients externes. Et là, vraiment, c'est parti sur la mise en place d'une nouvelle plateforme de transcodage from scratch, hébergée dans le cloud. On s'est mis d'accord avec l'équipe vidéo pour avoir un contrat d'interface entre le back-end qui commande et qui pilote on va dire les jobs d'encodage et cette nouvelle plateforme. Ça a été l'occasion pour nous aussi de mettre des espaces de stockage séparés. Comment être capable de venir récupérer, pour permettre aux clients, aux nouveaux pays, de venir déposer leur contenu vidéo et que ces contenus-là ne viennent pas se mélanger entre eux. Tout ça, ça passe par l'isolation vraiment du stockage qui jusqu'à maintenant était un stockage unique pour nous. Et enfin, une partie, on va dire la modification de une architecture multi-CDN pour être capable en fait de desservir du contenu vidéo, non pas qu'en France ou dans les pays des départements d'outre-mer, mais vraiment dans des nouveaux pays au plus proche de l'utilisateur. Je détaille un petit peu plus ce process-là. Derrière, en fait, on va avoir un load balancer applicatif PHP que je voyais au milieu ici. Quand un utilisateur démarre sa vidéo sur son téléphone mobile ou sur son ordinateur, si ce dernier se trouve, par exemple, en Croatie, et bien là, vous avez un exemple d'utilisation du bundle customer. En fait, on va identifier le header croate en provenance, en entrée du load balancer applicatif. Et ce load balancer applicatif, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va exposer une URL, l'URL du contenu vidéo, sur le edge, vraiment au plus proche de l'utilisateur. Et c'est comme ça qu'en fait, on rentre vraiment au plus près de l'utilisateur et que la vidéo, quand l'utilisateur récupère la vidéo, le serveur est vraiment proche de lui, plutôt que de venir se brancher en France, il y a un temps de latence qui peut être assez élevé, et grâce à ça, en fait, on a pu, en faisant varier la config du load balancer, et ben en fait, on est capable d'aller desservir un edge au plus proche de l'utilisateur. Côté front-end. Donc là, j'ai pas mal expliqué la partie back-end. Je vais quand même expliquer rapidement ce qui s'est passé côté front-end. Vous voyez là, ici, des exemples. Donc là, c'est les captures d'écran des différentes applications mobiles qui ont été créées par l'équipe mobile, en plus de l'application Sysplay existante, mais vraiment spécifique pour chaque nouveau client. Donc, la code base est la même. Ils ont dû mettre en place des builds séparés. Ils ont bien évidemment aussi eu à traduire les interfaces, donc ils ont utilisé Phrasap, ce qui permet en fait de déléguer la traduction aux différents pays. C'est-à-dire que nous, on ne parle pas croate, on ne parle pas hongrois, et qui mieux que le client vraiment qui parle la langue nativement peut traduire ces interfaces. Et c'est grâce à cet outil-là en fait qu'en mettant juste des placeholders dans les applications, c'est vraiment le client qui porte sa traduction. Bien évidemment, l'intégration des différents designs spécifiques pour chaque application. Et enfin, la partie la plus longue et la plus compliquée pour eux, ça a été l'intégration des différents tiers, third parties, notamment les ad servers qui permettent de mettre de la pub sur Sysplay, ou toutes les third parties qui permettent de récupérer la consommation, toutes les infos analytics de différents fronts. Tout ça, ça a dû être intégré from scratch. On a vraiment pris ce qu'utilisaient déjà les clients pour le mettre dans nos applications. Et c'est ce qui a été le plus chronophage. Donc là, on vient de voir ensemble toute la partie technique. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de hauteur pour rentrer un petit peu plus dans le détail d'un point de vue management. Donc là, vous avez les différents interlocuteurs qui sont intervenus sur le projet, pour le coup. Les différents clients, la Belgique, la Hongrie et la Croatie, et les développeurs d'un côté. Entre les deux, on avait nos gentils chefs de projet qui faisaient la liaison entre tout ça. Voilà, donc soit par téléphone, soit par avion, directement chez le client. Et voilà, quelque chose d'assez classique. Au final, on est allé un petit peu au-delà de ça. On a mis en place, donc on a utilisé Slack massivement. On a utilisé le principe de Single Channel Guest, qui est en fait vous permet d'inviter des personnes d'une société externe dans votre organisation gratuitement. Au modulo, les frais d'installation et les paiements de licence de Slack, bien évidemment, mais ça ne vous coûte pas plus cher, en fait, de venir intégrer des personnes extérieures dans votre organisation. Et ça, honnêtement, ça a énormément fluidifié les process d'échange entre les différents clients et les développeurs ou même les product owners chez M6 Web. Grâce à ça, il y avait vraiment une liaison directe, notamment pour toute la phase d'intégration, tout le branchement des API du client chez nous. Tout ça, ça a permis vraiment de gagner énormément de temps.
Et évidemment, les product owners faisaient partie de la partie, des échanges qu'on avait avec les différents clients et suivaient tout ça en temps réel. Si je devais résumer un petit peu les différents points importants de cette conf, bon, bien évidemment, quand on a fini le projet, c'est facile de le dire, mais si vous pouvez réfléchir en amont dès le départ à séparer, être capable de prévoir, en fait, d'anticiper un petit peu ce découpage par client pour pouvoir séparer vos bases de données, ben, très honnêtement, si vous prenez le temps un petit peu, ça peut juste être une entité, on va dire, maître, au-dessus de toutes les autres, avec une seule entrée au début, votre organisation à vous. Derrière, ça vous ouvre quand même pas mal de portes et ça vous simplifie le travail si vous voulez vous agrandir ou avoir vraiment une séparation sur différents clients. Et si aussi de prévoir la partie, enfin essayer de réfléchir un petit peu multilingue et aussi, là l'exemple que je donne c'est time zone, c'est-à-dire que nous on a des clients qui sont en Europe, mais potentiellement on a dû aussi retravailler la gestion de nos date time dans notre base de données pour être capable d'accueillir potentiellement des clients qui sont sur un time zone complètement différent d'une autre, de les stocker, de les afficher, de les enregistrer, etc. etc. Je vous invite à lire un article de Maxime Collin sur le blog Tech d'Elao, qui est super intéressant, qui est vraiment super intéressant. Mutualiser vos spécificités. Alors ça veut strictement rien dire, mais grosso modo, ce que je veux dire ici, l'exemple que je donne, c'est le bundle customer qu'on a créé pour pouvoir mutualiser les spécificités de nos clients. Et c'est comme ça qu'on a pu, en fait, sur l'ensemble de nos services back-end PHP, être capable de partager cette configuration spécifique par client. Et enfin, les développeurs parlent aux développeurs. Ça simplifie énormément les choses, ça débroussaille le travail d'intégration, ça fait avancer les choses. Je ne dis pas que toute la chiffrerie de projet Product Owner est inutile, loin de là. Il y a toute cette partie gestion de projet qui est super importante aussi. Mais enfin, nous, on l'a quand même bien vécu quand on a vu que les développeurs pouvaient se parler entre eux, les problèmes se résolvaient, mais d'eux-mêmes, quoi, vraiment. Donc voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, on a quelques minutes pour quelques questions. Merci d'abord, Guillaume. Est-ce qu'il y a quelques questions? Allez. Bonjour, merci pour cette conf. Je suis à peu près dans la même situation au niveau de mon projet actuellement. Et moi, j'avais pris une voie différente, complètement différente. C'est-à-dire que au lieu de mettre une base de données avec un customer, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de données complètement différente par client. Quel est l'avantage de la solution de mettre un customer, en fait, une entité customer, en fait, dedans? Eh bien, c'est une excellente question. Je vais faire une petite spéciale case dédiée à Benoît, juste devant ici, qui nous a fortement conseillé de faire la même chose. En fait, le problème qu'on a eu, nous, c'était le manque de temps. On ne pouvait pas, en fait, c'était vraiment la première partie du projet, on devait vraiment démarrer sur pouvoir séparer nos catalogues par client. On n'a pas eu le temps, en fait, de venir créer des bases séparées. Et du coup, on est parti sur la customerisation de nos entités, quoi. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce choix-là. C'est assumé, c'est-à-dire que le monobase, ça a des avantages, le multibase, ça en a d'autres, mais chaque solution peut avoir des inconvénients. Qu'est-ce qui se passe si on doit maintenir plusieurs schémas en parallèle, etc. etc. C'est des exemples sur lesquels on avait pensé. Mais effectivement, c'est notre solution et on y a réfléchi. Par manque de temps, on ne l'a pas fait. Voilà. Merci à toi pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai une petite question sur votre système d'envoi de pays, en fait, à vos API pour filtrer les données. Avez-vous pensé à utiliser le client en lui-même pour récupérer le country auquel il était relié? Là, actuellement, vous passez par des headers ou par des query search, mais est-ce que si, admettons, moi je suis connecté je crée mon compte depuis le site de Croatie, on sait que je suis un client croate, donc du coup, dans mon user, je peux avoir l'information et en appelant l'API, automatiquement, avec mon token utilisateur, je pourrais savoir préfiltrer mes données pour que les données soient envoyées pour la Croatie et ne pas, du coup, impliquer la modification de tous les fronts et tous les appels.
Ça marche. Je suis d'accord, effectivement, on pourrait tout à fait stocker l'information au niveau de l'utilisateur. Ça marche côté front, parce que voilà, on va dire que... Enfin, par contre, une fois l'utilisateur authentifié, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé, t'es obligé de créer un compte pour lire une vidéo, par contre, tu n'es pas du tout obligé de t'authentifier pour accéder à la homepage du contenu. Premier problème. Et c'est vrai qu'on a fait le choix de porter ça au niveau de l'application en elle-même, et c'est l'application qui sait que voilà, elle est vraiment buildée en fait dans un contexte du client, la Belgique, en Croatie, en Hongrie, etc., etc. Et c'est elle qui qui nous appelle, on va dire, et qui nous forward ces informations de manière générique à tous les appels HTTP qu'on pourrait avoir dans vers nos API, quoi. Donc du coup, le fait que l'utilisateur soit pas forcément connecté au démarrage, ça invalide peut-être un petit peu cette information de stocker ça au niveau de l'utilisateur. Et ça valide le fait qu'on a stocké ça vraiment dans l'application, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, merci pour la question, pour la présentation. Comment vous gérez les cas particuliers? Est-ce qu'il y a des cas particuliers par pays? Voilà. Alors, on va dire que il y a eu plusieurs lots dans ce projet. Il y a eu un lot 1 qui visait en fait à avoir un produit ISO. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord attardé sur comment découper notre infrastructure par client. Et ça, c'était vraiment dès le départ, on s'est dit c'est ISO, sysplay, fonctionnalité. Et en lot 2, en fait, on a un processus en fait, d'échange avec les clients. Et ça passe, ce sont les chefs de projet typiquement qui s'occupent de ça, qui recueillent les demandes. Et derrière, en fait, c'est du développement spécifique, et ça, c'est soumis à études, chiffrage, estimation, etc., etc. Et c'est à la charge du client qui va payer le développement spécifique de la fonctionnalité qu'il a envie de voir apparaître sur son périmètre. Yes, oui, il y a d'ores et déjà du feature flipping sur les différentes, sur les fonctionnalités qu'on a affichées côté front. Tout n'est pas accessible encore aujourd'hui dans tous les pays, et c'est côté front-end en fait. Qu'on active désactive à chaud la fonctionnalité qu'on veut ou qu'on ne veut pas voir apparaître et qui du coup derrière a pour effet de ne pas appeler la partie back-end, etc. quoi. Voilà. Donc, oui, il y a bien un feature flipping dans nos applications côté front pour gérer ça. Merci Guillaume. On va s'arrêter là pour les questions. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, je pense que tu seras disponible carrément, ouais. à l'apéro ou autre.